Bref, quel autre match tu as vu? Tu voulais nous parler un peu rapidement aussi du OKC contre San Antonio, le choc donc entre Wembanyama et Chet Holmgren. En fait, on a tous les deux, je crois, fait un trade un petit peu sur ce match de OKC Spurs. Moi, j'ai fait la partie pas intéressante du coup que personne n'a lu, et toi, tu t'es occupé du Money Time, donc c'est bien, on a une bonne petite synergie. Mais du coup, ouais, moi, en fait, je me suis levé et j'ai vu Wemby versus Chet. J'étais là, genre, ah, s'il vous plaît, on pourrait parler des équipes un peu plutôt que tout le temps parler des joueurs. Et voilà, parce que je sais pas, ça doit être mon côté jeune con, pas vieux con, vu que en 2012 j'étais encore au collège. Et du coup, je lance le match et je me dis bon, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Et c'est vrai que même si c'est un match où il y a deux équipes, les individualités de Chet et de Wemby sur le match, elles crèvent l'écran. Et il y a pas mal de situations où ils sont en 1 contre 1. Il y a pas mal de situations aussi où ils sont utilisés comme roamers, donc ils sont pas attaqués directement. Jalen Williams est beaucoup utilisé comme défenseur principal de Wembanyama, avec Chet en roamer, mais parfois Chet est la match-up directe sur Wembanyama, et il y a des sections, il y a des actions vraiment qui sortent du commun, parce que Chet qui remonte le ballon en transition et qui pull-up sur la tête de Wembanyama. Enfin, il y a vraiment des actions un peu genre ubuesques qui m'ont fait un peu décoller du lit au réveil. J'aurais beaucoup aimé avoir une machine à remonter le temps pour le montrer ça à des coachs des années 80 ou 90. Mais quoique, je dis ça, mais en fait, on a déjà la réponse, parce que certains anciens joueurs et coachs, justement, le critiquent. Mais non, mais c'est incroyable, quoi. Tu vois ces mecs-là remonter la balle et prendre le pull-up en transition, tu dis, ah oui, ok. Ouais, d'accord. On t'es pas habitué, quoi. Non, mais c'est top parce que ils font pas que ça, hein. Là, j'ai une action en tête en début de match où Chet, il récupère le ballon en catch and shoot, il feinte Wembanyama, il saute, ensuite il attaque sur une espèce de, il snake un petit peu, c'est-à-dire que il va sur la gauche d'abord après la feinte, puis après il retourne dans le dos de Wembanyama pour attaquer un petit peu le centre de la raquette. Donc après la feinte, un peu il le contourne pour l'avoir dans son dos en jail, en gros, un petit peu derrière lui, et en prison. Et je trouve que c'est pas des trucs que basiques, ils ont vraiment des moyens de création balle en main. Et j'ai trouvé Wembanyama vraiment très mauvais en début de match en défense. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit vite que j'arrive au Money Time où tout le monde a l'air de dire que c'était incroyable ce qu'il a fait, parce que j'ai vu le début du match et j'étais là, en fait, Chet Holmgren est en train en tout cas de gagner le début de match, parce que ce soit défensivement ou offensivement, il était beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus efficace, il faisait moins d'erreurs et il arrivait vraiment à sortir un petit peu Wembanyama de ce qu'il voulait faire. Et du coup, ce qu'ils ont fait, au bout d'un moment, quand ils ont compris que Wembanyama n'arrivait pas vraiment à défendre Chet Holmgren en 1 contre 1, ils ont passé Wembanyama sur Josh Giddey, et du coup c'est tout de suite beaucoup plus facile quand Wembanyama il défend un non-shooter. Il a commencé à distribuer un peu les crêpes dans la raquette, c'est franchement impressionnant, parce que du coup il saute même pas, quoi. Pour moi ça me tue. Et Ouais. il y a aussi un truc que je voulais un peu souligner, c'était Devin Vassell qui fait vraiment un super match à la création. Voilà, moi c'est un joueur que j'aime bien. J'avais fait une mini analyse dessus pendant l'été un petit peu pour souligner ce qu'il était capable de faire et comment il allait pouvoir être utile à côté de Wembanyama. Mais Chet Holmgren quand même, moi, m'a vraiment marqué sur le début de match, que j'ai analysé plus en profondeur, et que la fin du match je me suis un peu plus laissé porter, j'ai pas pris de notes. Mais c'est vrai que sur le début de match j'ai trouvé que Chet Holmgren était vraiment hyper varié en attaque et en défense, et apportait énormément de choses à côté de Shai et Jalen Williams. Et j'ai trouvé Jalen Williams très bon aussi. Justement, ils ont une bonne synergie les deux. Je trouve sur du pick and roll, sur du pick and pop, ils se trouvent bien. Et Jalen Williams a fait des progrès à la passe qui sont vraiment qui sont bluffants en fait. Moi, c'est que un 2e année en NBA, et c'est franchement impressionnant. Donc voilà, c'était un petit peu pour parler d'autre chose que du Money Time, que toi du coup t'as décortiqué. Donc si tu veux dire peut-être un mot dessus. Non, non, mais le Money Time, c'est beaucoup de shot making des Spurs, hein, qui mettent des 3 points qui font mal. Et de l'autre côté, il y a Wembanyama qui, qui est la tour de contrôle dans la raquette, donc ça fait du bien. Mais oui, par rapport à la stratégie tu dis, ils ont mis Jalen Williams aussi sur Wembanyama. Je pense qu'il y a aussi, avec des joueurs aussi grands, et parfois c'était un peu le cas avec Porzingis ou avec des joueurs comme ça, au bout d'un moment, Kevin Durant aussi d'ailleurs, au bout d'un moment tu te dis,
en fait, de toute façon, le mec est trop grand, en fait. Donc on n'aura personne pour arriver à les contester. C'est juste pas possible. Et c'est pour ça que souvent la stratégie, c'est de dire, de toute façon, on n'aura personne qui est aussi grand et aussi long pour les contester. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va lui mettre quelqu'un de plus petit, mais un peu agressif, et pour l'empêcher d'aller sur ses spots, en fait. C'est aussi une stratégie de dire, de toute façon, la taille, on l'aura pas, donc essayons une autre manière. Et c'est comme ça que, à l'époque, Playoff 2014, on avait vu le fameux Chris Paul tout petit qui était mis sur Kevin Durant, et ça avait marché sur un Money Time. Sur je t'empêche d'aller des têtes de raquette, je te conteste, je te mets la pression agressivement, et ça avait marché. Alors, on le voit, Draymond Green qui parfois le fait sur des plus grands, ou voilà, c'est aussi une stratégie qui peut-être peut marcher avec Wembanyama, parce que en effet, si tu peux un peu l'empêcher d'aller sur ses spots, pour l'instant il n'est pas encore très costaud, c'est peut-être une des seules faiblesses qui lui reste encore actuellement, mais Wembanyama, ça va commencer à devenir un problème pour moi en termes de ligne éditoriale. Comment parler Wembanyama ? Je sais pas, parce que ça va être compliqué tout le temps d'être dans la louange, ou en tout cas dans le descriptif, mais qui vont être des louanges, tout en comment être intéressant en disant chaque semaine ou régulièrement que il est bon et en plus il s'améliore. C'est compliqué. Et pour OKC, juste une note aussi, je pense qu'on a un phénomène qui s'accélère, et je pensais pas que ça irait aussi vite, mais je suis pas sûr que Josh Giddey soit titulaire en playoff, voire même qu'il joue beaucoup. On a vu en back-to-back là, depuis le All-Star Break contre les Clippers, un énorme match d'OKC contre les Clippers qu'ils ont gagné. Et ils n'ont pas fait jouer, ou en tout cas ils l'ont pas titularisé, Josh Giddey. Sur la deuxième mi-temps, ils ont mis Isaiah Joe à la place, parce que le manque de shoot. Et pareil sur, je crois que c'est San Antonio, ou sur ce match-là, ou sur un autre match où ils ont fait ça aussi, je crois que c'est San Antonio. Ils ont de nouveau titularisé Isaiah Joe plutôt que Josh Giddey en deuxième mi-temps. Et tu vois, le projet s'accélère tellement vite que on va aller vers des playoffs où chaque défaut va chercher à être amplifié par la défense. Je suis pas sûr que Josh Giddey et son manque de shoot résiste un peu à ça, en fait. Ouais, moi je suis ravi de voir Isaiah Joe prendre des minutes. En plus, du coup, on n'a toujours pas fait le scouting. Mais du coup, s'il passe titulaire, on promis, on le fera. Parce que vraiment, là, il y a 2-3 passages justement sur ce match-là où il est vraiment impressionnant, parce qu'en fait, c'est vraiment un joueur off-ball. Tu vois, à l'inverse de Giddey qui du coup est ignoré off-ball, Isaiah Joe, il a une activité off-ball, on dirait un peu le diable de Tasmanie. Il est toujours en train de bouger sur des cuts, sur des catch and shoot aussi pour du 3 points. Donc puis il bouge, s'il récupère la balle, il dribble pas en fait. Tu vois, je pense qu'au niveau de dribble par match, il doit être un peu comme le Klay Thompson contre Indiana, tu vois, il dribble peu. Donc en fait, s'il a la balle et qu'il peut pas tirer, il te refile la balle et il repart en courant un petit peu. C'est assez drôle à regarder, puis c'est drôlement efficace, il a un sacré cardio. Et dernier truc sur San Antonio pour notre ami Wembanyama, il y avait dans le deuxième quart-temps, ce qui m'a marqué, c'est que du coup l'attaque est passée par du poste bas de Wembanyama. Et vu qu'il n'arrivait pas directement frontalement à obtenir du poste bas sur Jalen Williams, il commençait par se mettre dans la raquette. Et en fait, on venait lui faire un écran pour qu'il puisse passer devant Jalen Williams et récupérer le ballon au poste bas. Donc, c'est aussi ce truc-là c'est pas obligé d'aller au mastic comme un abruti pour récupérer une position au poste bas. Il y a d'autres moyens. Et c'est vrai que le deuxième quart-temps, l'attaque des Spurs quand Wembanyama est sur le terrain, c'est on fait un écran pour avoir une entrée-passe au post-up pour Wembanyama, qui crée un décalage, et Wembanyama, depuis le post-up, en fait, il est comme chez lui. De toute façon, il lui fait deux têtes, donc il regarde comment le jeu évolue, il peut faire des très bonnes passes, et puis voilà. Et s'il y a des gens qui veulent un peu lire sur Wembanyama, il y a FD qui a fait un super article sur comment il impacte la géométrie du terrain. Et vu que FD sort un article toutes les années bissextiles, voilà, profitez-en, parce que vous avez que 4 ans pour le lire, donc ce serait con de passer à côté, quoi. Effectivement. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu compares dans le duel Josh Giddey contre Isaiah Joe, tu compares Isaiah Joe à un diable de Tasmanie, qui est donc un animal d'Australie. Voilà, Josh Giddey l'Australien, mais la comparaison tu la donnes à Isaiah Joe. Ça s'invente pas, ça. Azad, c'est la touche Azad. Bravo. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.